Welcome back Bienvenue à tous et toutes pour les producteurs, la série sur les bovins, avec des bons présenteurs qui viennent du Québec. Donc, session numéro 2, Dr. Virginie Filton, et qui nous est prêtée cette semaine par Vetoquinol. Merci à eux pour lui donner du temps pour partager avec nous aujourd'hui. Alors, on veut aller directement au sujet, mais un peu d'informations. Dans le service depuis 84, le son pratique animal, secteur laitier et bovin. Le sound is breaking up. Le son n'est pas bon. Je vais envoyer une note. Virginia is currently the president of the Beef Cattle Elle est présidente du comité du bœuf. Elle travaille pour Vetoquinol, tel que mentionné. Alors, on va aller vers l'anglais maintenant. Thank you for the invitation. So, je vais parler en français. C'est l'entente pour aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Aujourd'hui, j'ai eu comme mandat de vous parler de la gestion du colostrum et de la vaccination chez les jeunes veaux de boucherie. Donc, ma présentation sera divisée en 3. Je vais avoir une première partie qui va parler de l'importance du colostrum pour le démarrage du veau. Ensuite de ça, on va parler un petit peu de vaccination pour les problèmes de diarrhée, entre autres. Puis ensuite, vaccination, je vais finir avec la vaccination pour les problèmes, la prévention des problèmes respiratoires. Après chaque partie, je vais m'assurer de laisser une pause pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de me poser la question en cours de présentation, inquiétez-vous pas, à la fin de la section, il va y avoir un temps expressément pour ça. Donc, on va parler aujourd'hui, je vais commencer avec l'importance du colostrum comme la fondation de résistance chez le jeune veau. Juste au départ, là, juste pour qu'on soit tous sur la même page pour ce qui est du vocabulaire utilisé, je vais parler beaucoup d'anticorps. Okay? Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'un anticorps, c'est une protéine de défense que le corps produit contre un microbe. Donc, un anticorps, c'est spécifique à un microbe. Ici, on a un schéma, là, le microbe est en bleu, les anticorps sont en vert ici, puis vous voyez que l'anticorps s'ajuste parfaitement à l'antigène de surface du microbe. Les anticorps sont toujours spécifiques. On peut avoir des anticorps circulants qui ne vont pas neutraliser certains microbes. Donc, le mot anticorps peut être utilisé. L'autre mot qui pourrait être utilisé, c'est immunoglobuline ou encore IgG. Okay? Donc, anticorps, immunoglobuline, IgG, c'est toute la même chose. Puis, on peut voir ça un peu comme des munitions. Puis, s'il y a des chasseurs parmi vous, vous savez très bien que pour aller à un type de chasse, si vous allez à la chasse au lapin, vous ne prendrez pas les mêmes munitions que si vous allez à la chasse à l'orignal. Même principe, les anticorps sont spécifiques, les munitions sont spécifiques. Donc, chez le bovin, vous le savez sûrement, mais comme rappel, les anticorps, durant la gestation, la mère possède beaucoup d'anticorps dans son sang. Elle a son propre système de défense de munitions. Mais ces anticorps-là ne traversent pas la barrière du placenta. Okay? Le placenta trop de couches, c'est impossible pour les anticorps, qui sont des grosses molécules, de passer à travers. Donc, ce que va faire la mère pour protéger son fœtus, c'est qu'elle va transférer à peu près l'équivalent de la moitié de ses propres anticorps sanguins. Elle va les sécréter dans la glande mammaire. Ce processus-là va commencer 5 semaines, de 3 à 5 semaines avant vêlage. Okay?
Puis, donc, elle va charger son lait le colostrum de la moitié de ses propres anticorps. Puis, le veau, pour pouvoir se défendre, il est dépendant de l'absorption de ce colostrum-là chargé d'anticorps maternels. Donc, ce processus-là, on appelle ça le transfert de l'immunité passive, qui est le transfert de l'immunité passive qui est typique au bovin. Ce qui est important, ça, c'est probablement un concept que vous connaissez déjà. Le colostrum, le premier lait, est chargé d'anticorps. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que le colostrum, ce n'est pas seulement, le premier lait, ce n'est pas seulement des anticorps, c'est un paquet d'autres facteurs de croissance. Il y a beaucoup, il faut que vous sachiez qu'il y a beaucoup, beaucoup de recherches actuellement faites dans pour tout ce qui est gestion du colostrum, impact du colostrum sur la croissance du bovin laitier. Donc, dans le laitier, là, dans les 10 dernières années, il y a eu beaucoup, beaucoup de recherches, beaucoup de découvertes qui ont été faites. Puis on se rend compte que c'est vraiment le colostrum, ça a vraiment des effets bénéfiques incroyables, entre autres parce que on s'est rendu compte que ce que vous avez ici, là, je vous l'explique rapidement. Vous avez tous les éléments ou nutriments, hormones que l'on peut trouver dans le colostrum ou le lait, puis vous avez justement les comparaisons de niveau en fonction que ce soit du colostrum, soit le premier lait après vêlage, ou du lait, admettons, une semaine plus tard. Puis ce qu'on a entre les deux, c'est le lait de transition, c'est-à-dire le lait au jour 1 ou au jour 2. Fait que ce qu'on voit, c'est que dans le colostrum, il y a beaucoup plus d'énergie que dans le lait mature, beaucoup plus de gras, de protéines. On a des immunoglobulines, évidemment, mais on a aussi toutes sortes de facteurs de croissance, comme des IGF qui vont servir au développement d'intestin, donc à l'absorption des nutriments. On a de la lactoferrine qui ont un effet sur le système immunitaire, la leptine qui peut influencer le développement des glandes du veau. Donc, tout ça, en fait, on compte plus de 200 composants dans le colostrum, puis des composants qui vont être en très, très faible quantité dans le lait nature. Le lait mature, je devrais dire. Fait que le plus important pour nous, c'est les immunoglobulines, nos munitions, nos anticorps pour protéger contre la maladie. Du côté du laitier, ce qu'on a trouvé comme bienfait associé à un transfert d'immunité réussi ou à une bonne absorption des anticorps de la mère vers le veau, c'est une diminution des taux de traitement et de mortalité. Donc, les veaux qui avaient un transfert d'immunité réussi étaient moins à risque de mourir en jeune âge ou d'être malades. Mais aussi, de manière intéressante, la croissance, la conversion alimentaire est améliorée, supérieure. Pour une même alimentation pour toute la durée, les 2 premiers mois de vie, même génétique, même alimentation, le veau qui va bien avoir reçu son colostrum va avoir une meilleure croissance que le veau qui aura un échec de transfert d'immunité qui n'a pas réussi. Diminution de l'âge au premier vêlage, ça veut dire diminution de l'âge à la puberté parce que la conversion alimentaire est meilleure, etc. Puis augmentation de la production laitière en premier, deuxième lactation. Okay? Ça, c'est toutes des choses qu'on peut transposer du côté du boucherie. Là, je vais prendre une vieille étude là, qui a été faite au Texas par un dénommé Witham, c'est deux collègues ensemble, Witham Perrineau, qui avaient trouvé que les veaux de boucherie qui avaient eu un échec de transfert d'immunité passive étaient 6 fois plus à risque d'avoir une maladie dans les 30 premiers jours de vie. On sait aussi que ces veaux-là qui n'ont pas eu un transfert d'immunité qui est réussi, donc qui n'ont pas un niveau d'anticorps assez élevé, obtenu de leur mère, étaient 5 fois plus à risque de mourir avant sevrage. Mais ce qui est intéressant de cette étude-là, et c'est pour ça que je la cite, même si c'est une vieille étude, c'est que les chercheurs ont suivi les veaux de la naissance, mais jusqu'au parc d'engraissement, puis ont mesuré les performances au parc d'engraissement. Puis à ma connaissance, cette étude-là n'a pas été reproduite. OK? Mais ce qu'ils ont trouvé, c'est que les veaux qui, à la naissance, n'avaient pas réussi leur transfert d'immunité passive, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas bu
qui n'avaient pas reçu assez d'anticorps de leur mère étaient jusqu'à 3 fois plus susceptibles d'avoir des problèmes respiratoires au parc d'engraissement. Fait qu'on est loin, là. On est tard dans la vie du veau. Fait que c'est pas juste pour une protection à court terme. Le colostrum, c'est important pour une protection de la santé à long terme. Au moment de parler de gestion ou de pratiques recommandées autour du colostrum, bien, on peut aller voir les codes de pratique. Hein. On sait, il y a chaque élevage au Canada a un code de pratique dans lequel on a des pratiques recommandées d'élevage. OK? Ces codes de pratique-là, ils ont été établis à l'aide de gens de l'industrie, des agronomes, des vétérinaires, des transporteurs, des nutritionnistes. Ce sont des gens qui sont assis à une même table puis qui ont établi des exigences qui devraient être atteintes lorsqu'on a un élevage précis. OK? Donc, je suis allée voir dans le code de pratique du bovin de boucherie quelle était l'exigence pour la gestion du colostrum. Puis en fait, si on va voir le code, c'est écrit pour la gestion du colostrum, surveiller que les nouveau-nés têtent leur mère en étant attentifs aux cas à risque élevé. Bon, moi, personnellement, je trouve ça un petit peu flou comme recommandation. Surtout, c'est quoi exactement un cas à risque élevé? Fait que, en fait, ce que ça nous dit, en gros, c'est que faut que tu surveilles le veau pour être sûr qu'il a bien tété après sa mère, tôt après la naissance. Puis si tu as un doute, il faut que tu interviennes lorsqu'il y a un cas à risque. OK, mais c'est quoi les cas à risque? Fait que, on va aller voir ce que la littérature nous dit, des choses que vous savez probablement déjà, mais qui ont été mesurées pour lesquelles on a des chiffres. OK? Donc, les situations où est-ce qu'on sait qu'il y a un plus haut risque d'échec du transfert de l'immunité, ça veut dire soit un problème au niveau de l'absorption parce qu'elle a été trop tardive, l'absorption du colostrum a été trop tardive, elle ne s'est pas bien faite ou qu'il n'y a pas assez d'anticorps dans le lait. Fait que ce qui a été identifié, numéro 1, vêlage difficile. Lorsque vous intervenez sur un vêlage, automatiquement, vous devriez avoir une intervention au niveau de la prise du colostrum. Puis quand je parle d'intervention, ça peut être juste de pousser le veau vers la mère, mais si ce n'est pas, il faut faire une intervention peut-être avec une sonde gastrique. Je vais y revenir un petit peu plus loin. Fait que vêlage difficile, ça mérite une attention particulière. Vous devez être là pour vous assurer que le veau boive par la suite. Les jumeaux. On sait que 2 jumeaux, ben, c'est une compétition pour le pied. C'est aussi associé avec des vêlages difficiles. Plus à risque de mise bas difficile, c'est une situation où est-ce qu'il devrait avoir une intervention pour ce qui est de la prise du colostrum. Un veau qui est faible à la naissance, moins de chances qu'il trouve la mamelle, moins de chances qu'il boive avec rigueur. Les étables attachées. Moi, j'ai fait ma maîtrise en 2000. Et puis, au Québec, j'ai fait ma maîtrise sur le transfert d'immunité passive chez les jeunes veaux boucheries au Québec. Puis, j'ai trouvé que les veaux qui étaient nés dans une étable attachée, où les vaches étaient attachées, avaient 10 fois plus de risque d'avoir un échec de transfert d'immunité qu'un veau qui était né d'une femelle dans un box, par exemple. Donc, une étable attachée, parce que la mère ne peut pas se tourner pour stimuler son veau, on est à risque d'échec de transfert d'immunité. Oh, oups, là, j'ai repris 2 fois la même, excusez-moi, je reviens ici. Autre situation à risque d'un problème de transfert d'immunité, une vache maigre ou qui est malade autour du vêlage. Pourquoi une vache maigre? Les anticorps, ce sont des protéines. Si la vache est en déficit nutritionnel, ça va être difficile pour elle de produire des protéines ou du lait en assez grande quantité. Si elle est malade, peut-être qu'elle a utilisé ses propres anticorps, donc à risque d'un échec. Ça peut nécessiter une intervention. Un mauvais pied, un pied qui est débalancé, si on a un quartier du pied qui est un peu moins fort, ça peut vouloir dire une moins forte production de colostrum ou une glande qui n'est pas fonctionnelle. Ça peut nécessiter une intervention.
température ambiante qui est froide parce qu'on est plus à risque d'hypothermie chez le veau. Et puis, le veau est à risque de ne pas se lever, de ne pas trouver la mamelle. Ça demande une intervention au niveau de la prise de colostrum. Si je retourne à mon guide des bonnes pratiques, là, on a identifié quand même un certain nombre de cas à risque d'échec de transfert. Donc, il ne faut pas laisser aller la nature dans ces situations-là. Il faut intervenir. En général, on le sait, vous le savez, quand vous êtes une vache en santé, bonne condition de chair, vélage facile, la vache peut bouger dans un parc ou dans un box. Le veau, normalement, à l'intérieur du nord, il va se lever, il va aller boire. Vous n'avez pas besoin d'intervenir. Par contre, si vous êtes en dehors de cette situation-là, vous avez une situation à risque, vous devez intervenir. Okay? Donc, je retourne à mon code de pratique. L'exigence me dit aussi donner du colostrum ou un colostrum commercial de remplacement à tous vos nouveau-nés qui donnent des signes de ne pas avoir reçu la tétée. Donc, le veau est faible, il n'y a pas de symptômes de tétée ou le pis semble encore rempli. Le veau, lui, ne semble pas rempli. Le veau, la bouche froide, je l'ai dit, ne semble pas avoir la bédaine pleine, mais il faut intervenir. Mais là, lorsque c'est le temps d'intervenir, combien de colostrum on donne, comment on en donne, les opinions varient, fait que je vais essayer de mettre un petit peu, de clarifier ça, OK? On sait tous là, que tout le monde s'entend sur le fait que tous les veaux devraient recevoir assez d'un bon colostrum propre après la naissance. On sait, si je demande à un producteur, ben combien t'en donnes? Il faut qu'il y ait du bon colostrum. Si on le sait, là, tôt après la naissance. Mais quand on dit tôt après la naissance, c'est combien tôt? C'est quoi ça? C'est combien tôt? Je vais vous montrer une photo ici. Ce que vous avez ici, c'est une vue microscopique de l'intestin d'un veau nouveau-né. Okay? Donc, ici, c'est la lumière intestinale. C'est une veau qui est vraiment, vraiment grossie. Puis, vous avez la muqueuse de l'intestin. Ce que je veux vous montrer qui est bien particulier, vous voyez les petits points blancs, mais ça, c'est une gouttelette de lait qui a été absorbée. Ça, c'est bon pour le premier 24 heures. C'est un mécanisme qui s'appelle la microcytose qui permet à l'intestin, dans le premier 24 heures, d'absorber des grosses molécules au lieu de les digérer comme habituellement. Ce qui fait que, par exemple, si je schématise ça, s'il y a un anticorps qui arrive dans la lumière intestinale, dans le lait, un anticorps, c'est de la protéine. Si je donne du colostrum à un veau d'une semaine, l'anticorps, il va être digéré là, parce que c'est de la protéine. Mais dans le premier 24 heures de vie, à cause de cette capacité-là à absorber des grosses gouttelettes, l'anticorps va pouvoir passer en circulation sans être dégradé. Si j'arrive après 24 heures, c'est dégradé en éléments plus petits, puis l'anticorps ne garde pas sa fonction. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette capacité-là d'absorption de micropinocytose de la paroi intestinale, elle est maximale à la naissance. Puis elle va disparaître tranquillement sur 24 heures. Mais il faut savoir là, que déjà 12 heures plus tard, on est à la moitié de la capacité d'absorption. OK? Donc, puis, vous devez aussi savoir que si un liquide est en contact avec la muqueuse intestinale à l'intérieur de ce 24 heures-là, donc un peu de liquide, ça va accélérer le processus de disparition de microcytose. Par exemple, si je donnais de l'eau à boire à mon veau avant de lui donner du colostrum, ben, je vais altérer la capacité d'absorption du colostrum. Okay? Donc, il y a une fenêtre qui est hyper importante, c'est les deux. On a un bon moment d'absorption. OK, fait qu'ici, vous avez la capacité d'absorption, puis ici, vous avez l'âge en heure du veau. Fait qu'on voit qu'à 0, elle est maximale à l'âge de la naissance, puis 24 heures plus tard, elle est presque disparue. Le meilleur temps pour donner le premier repas, c'est les 6 premières heures. Je vous dirais vraiment le meilleur temps, c'est les 2 premières heures. Parce que déjà, au bout de 6 heures, j'ai perdu de la capacité
capacité d'absorption. Donc, si j'ai une tare en avant de moi qui n'a pas trop d'anticorps, qui est un peu, puis je le donne au bout du 6 heures, je n'ai pas la même quantité d'anticorps qui vont être absorbés. Fait qu'on vise toujours les 2 premières heures pour intervenir. Ensuite de ça, on me dit qu'il faut donner du bon colostrum. Okay? Ces concepts-là, ils viennent beaucoup du laitier. Parce que dans le laitier, le lait est extrêmement dilué au vêlage. Donc, la vache, elle donne la moitié de ses anticorps, mais c'est dilué sur 20 litres, admettons. Fait que si le veau boit 2 litres, il n'obtient pas la même quantité qu'une vache qui a donné 10 litres de colostrum. Ce qu'on vise, là, c'est qu'un veau devrait recevoir l'équivalent de 200 grammes d'IgG ou d'immunoglobulines ou d'anticorps dans son premier repas. OK? C'est ça que l'on vise. Puis, du côté du laitier, pour que vous soyez au courant de ce qui se passe, maintenant, on encourage fortement les producteurs de lait à mesurer la quantité d'anticorps qu'ils ont dans leur colostrum, étant donné qu'on sait tous les bénéfices que ça apporte. Maintenant, on encourage les producteurs laitiers à prendre un échantillon de leur colostrum puis à mesurer le taux d'immunoglobulines. On peut le faire assez facilement. Il y a un réfractomètre ici de Brix qui est utilisé en acériculture. Les producteurs de sirop d'érable se servent de ça pour mesurer le taux de sucre dans leur eau d'érable. On peut prendre cet appareil-là et puis avoir une mesure indirecte du niveau d'anticorps. Il y a aussi des appareils électroniques un petit peu plus coûteux qui font le même travail. La mesure que ça nous donne, c'est une mesure en pourcent. Fait que du côté du laitier, admettons, chez la vache Holstein, on sait qu'une mesure de plus de 22 ça me donne à peu près 500 grammes d'immunoglobulines par litre de lait. Puis c'est pour ça que du côté de la Holstein, on va recommander que les veaux boivent jusqu'à 4 litres de colostrum dans leur premier repas. C'est beaucoup, vous n'avez pas besoin de faire ça du côté du boucherie, mais je veux quand même vous donner l'information pour que vous sachiez ce qui se passe. Ça fait que 4 litres au premier repas, si on ne sait pas c'est quoi la valeur de notre colostrum, bien, en moyenne, on devrait avoir notre 200 grammes en nourrissant 4 litres. Il y a une équipe française, il y a un groupe européen qui a fait le même exercice. Ils ont pris leur courage à 2 mains, puis ils sont allés traire les vaches. Ils ne sont pas toujours coopératives, les vaches à bœuf au village sont allés traire des vaches à bœuf pour obtenir le colostrum. Puis ont mesuré qu'en moyenne, chez la vache à bœuf, on avait à peu près une mesure au réfractomètre de Brix autour de 27 okay? Ce qui représente à peu près 100 grammes par litre. Fait que moi, ce que ça me dit, en moyenne, j'extrapole, mais ça me dit que si votre veau n'a pas bu, en moyenne, si vous êtes capable de traire votre vache parce qu'elle est coopérative, puis tout ça, puis vous êtes capable de prendre le colostrum de la mère, 2 litres, 1,5 litre à 2 litres d'un premier colostrum devrait vous fournir 150 à 200 grammes d'IgG, à peu près. Fait que ça nous donne un peu une idée de ce que peut fournir une vache à bœuf au village en termes d'immunoglobulines par litre de lait. Fait que là, quand on dit assez d'un beau, là, je vous ai parlé de mesurer tout ça, mais on sait très bien que dans le bovin de boucherie, chez la vache de boucherie, c'est pas toujours quelque chose qui est facile à faire, aller traire une vache, surtout une Angus qui vient de veiler, juste de s'approcher de ça peut être difficile. Donc, comment on sait pour savoir si on a donné assez? Comme je vous disais tantôt, du côté du laitier, maintenant, la recommandation, c'est si tu ne sais pas quelle est la valeur de ton colostrum, ben donne 4 litres au premier repas. En moyenne, on devrait avoir assez d'immunoglobulines avec 4 litres. Dans le boucherie, c'est une autre chose. Fait que ce qu'on va dire dans le boucherie, on sait que le veau doit boire à peu près 10 à 12 de son poids dans le premier 24 heures. Moi, je vous dirais, comme j'aime bien que le veau boive le maximum de sa quantité de colostrum dans le premier
repas, parce que ça me dérange moins qu'ils boivent moins au deuxième repas, mais c'est ça. Fait que pour un veau de 90 livres, c'est autour de 2 litres, OK, qui devrait être bu dans le premier 24 heures. Puis moi, je force que ça soit même dans le premier repas. OK, donc ça vous donne une idée de volume. On sait que naturellement, on devrait avoir notre 150-200 grammes d'IgG par litre. Fait que ça, c'est probablement des choses que vous saviez déjà. L'autre concept qui est arrivé dans les dernières années, beaucoup du côté de la gestion du colostrum, c'est la propreté du colostrum. On s'est rendu compte que c'était vraiment, on sait qu'il faut que le colostrum soit donné rapidement, en volume suffisant, puis il faut que ça soit un colostrum de bonne qualité, mais en plus, on rajoute maintenant comme recommandation qu'il faut que ce colostrum-là soit propre. Parce qu'on s'est rendu compte que le colostrum contaminé, en fait, même le colostrum qui était un peu contaminé vraiment altérait l'absorption au niveau de l'intestin. Pour 2 raisons. La première raison, tantôt je vous ai expliqué avec la nature, le processus dans le premier 24 heures qui permettait d'absorber des grosses molécules de lait sans les digérer. Il faut comprendre que si le lait est contaminé avec des bactéries, mais ces bactéries-là vont aussi être ingérées et absorbées. Donc, elles vont partir en circulation. Ça, c'est une première chose. Fait que si j'ai un lait contaminé par des bactéries, bien, je risque de contaminer aussi mon veau. L'autre chose, c'est que si le lait est contaminé avec des bactéries, puis que j'ai des anticorps contre ces bactéries-là présents dans mon lait, mais les deux vont se lier ensemble. Puis ce qui fait que mon anticorps va être utilisé dans le lait avant d'être absorbé dans le veau, où est-ce qu'il sera plus utile. Puis même, je peux avoir des problèmes d'absorption, à cause ça fait une trop grosse molécule. Donc, c'est hyper important que le veau soit propre. Pas que le veau soit propre, que le pied soit propre au moment du vêlage pour essayer de limiter la prise de bactéries au moment de l'ingestion du colostrum. Fait que, comme ça ici, là, je peux voir que les flancs de ma vache sont gommés. C'est sûr que le pied est sale aussi, puis que quand le veau va téter, ben, il va se ramasser une bouchée de bactéries au même moment. Fait que pour avoir un colostrum propre, ça prend des aires de vêlage qui soient propres, des pieds aussi qui soient propres. Ça contribue énormément au succès du transfert de l'immunité. Okay? Parce qu'un pie propre, ça veut dire que les anticorps qui vont être pleinement utilisés par le veau. C'est hyper important. Juste pour vous dire, dans le laitier, là, présentement, il y a des gens qui achètent des pasteurisateurs pour pasteuriser leur colostrum pour être sûr qu'il n'y ait aucun microbe au moment que le veau l'ingère. Qu'on n'est pas rendu là dans le boucherie. Évidemment. Les autres sources de contamination, ça peut être au moment où est-ce que si vous tirez la vache, vous avez des vaches coopératives, vous êtes capable de les traire, c'est important de bien nettoyer le pied le plus possible. C'est aussi très important que votre équipement de collecte, vos biberons, soit extrêmement propre. Pas juste rincer, ça prend savonner, nettoyer pour enlever le biofilm de bactéries. Puis juste pour vous dire, un lait qu'on laisse à température pièce, admettons, vous tirez votre vache, vous le laissez à température pièce, le compte de bactéries va doubler à tous les 20 minutes. Donc, c'est très important, si vous tirez votre lait et il se passe quelque chose, vous ne pouvez pas nourrir le veau tout de suite, ça devrait être fait immédiatement là, pour réfrigérer le colostrum. Donc, si je résume puis je mets des chiffres un peu là-dessus, on peut dire, pour clarifier un petit peu le code, les exigences du code, vous devez vous assurer que votre veau a bien bu. Si vous êtes dans une situation à risque, jumeaux, vêlage difficile, vache plus maigre, etc., intervenez. Ça peut être amener le veau à la mamelle ou nourrir le veau avec son colostrum. Puis
un veau devrait recevoir à peu près 2 litres de colostrum non contaminé, puis moi, je force pour que ça soit dans les 2 heures après la naissance. Là, je vois, je ne sais pas si c'est une question, Kelly. Is there any question, Kelly, at that point? Yeah, we have had one question come in from Kenneth. He Okay. asked, what does the average powdered colostrum product contain for grams per liter? Or Okay, so that's exactly where I'm going. Perfect. OK, so la question était, j'espère que j'ai bien compris. La question était, quel est le niveau d'anticorps que l'on a dans les colostrum en poudre? Bien, ça m'amène, parfait, la question est excellente parce que c'est quelque chose que je voulais adresser. Vous devez savoir que dans les produits de colostrum, si vous voulez, en sachet, il y a 2 types. Il y a des suppléments de colostrum qui sont faits que pour ajouter un apport d'anticorps ou d'immunoglobuline à du colostrum que vous avez déjà de la mère. Fait que ça, c'est des suppléments de colostrum. Puis vous avez des remplaceurs de colostrum. Les remplaceurs de colostrum ont un niveau d'IgG beaucoup plus, ont un contenu en IgG qui est beaucoup plus élevé. Par exemple, je vous ai mis 2 exemples. Là. Il y a Colostrum Saskatoon là, qui fait un produit à 150 grammes. Je me rappelle plus si c'est par litre ou par 2 litres, mais une poche contient, un paquet contient 150 grammes. Ça, c'est excellent pour un premier repas. J'ai un autre produit ici, Colostrix, 100 grammes. Ici, on parle vraiment de remplaceur. Si vous êtes dans une situation où est-ce que vous n'êtes pas en mesure de traire la vache, puis que vous devez donner du colostrum en sachet, je vais vous encourager fortement à aller vers ces produits-là. C'est des produits un petit peu plus dispendieux, mais je veux dire, ça vaut vraiment la peine là, d'investir pour ces produits-là. Fait que soyez attentifs, les concentrations sont inscrites, ces concentrations en IgG, on vise pour les remplaceurs des produits de 100 grammes et plus en contenu d'IgG. J'espère que ça répond à la question. On pourra revenir un petit peu plus tard. Je vais laisser un temps de questions à la fin. Qu'est-ce qu'on fait si le veau ne veut pas téter? Je vous ai parlé tantôt, puis en fait, je devrais revenir à ma diapositive, là. Une chose que les gens font beaucoup, puis c'est pas par mauvaise intention. Admettons, le veau boit un petit peu. Admettons qu'il est capable de téter un peu, mais qu'il n'est pas très fort. Les gens, ce qu'ils font, ils vont préparer, ils ont du bon colostrum, ils ont investi, bon, ils ont réussi à traire leur vache ou ils ont du colostrum de remplacement. Ils font boire le veau tète un peu, il a bu le quart de la bouteille, il dit OK, je vais revenir une demi-heure plus tard, ou dans 1 heure, ou dans 2 heures, le veau va être plus fort, je vais lui faire boire le reste de sa bouteille. À ne pas faire. Ce n'est pas fait par mauvaise intention, mais ce que vous faites à ce moment-là, c'est que le veau, il boit un peu, il y a du lait qui est en contact avec la muqueuse de l'intestin, puis sa capacité d'absorption disparaît plus vite. Donc, quand vous allez revenir 2 heures plus tard, il va avoir perdu beaucoup, beaucoup de capacité d'absorption. Ce que vous devez faire, c'est donner le maximum de colostrum le plus rapidement possible. Si vous êtes dans une situation où est-ce que le veau ne tète pas ou tète avec très peu de vigueur, je vais vous encourager à intuber le veau. Là, fait que vous devriez avoir un tube à gaver à la ferme qui vous permet de donner le 2 litres de colostrum ou le 150 grammes d'IgG qu'il a besoin dès le premier repas. OK? Ça va le réchauffer, on va profiter du maximum d'absorption. Là, pour ce faire, ça peut être intimidant d'intuber. Je vais vous encourager à consulter votre vétérinaire pour qu'il vous montre la technique, la bonne technique. L'autre chose, il y a sur le site Internet
du Beef Cattle Research Council. Il y a plein de vidéos tutoriels, puis il y en a un qui est très, très bien fait sur comment administrer ou alimenter avec un tube agavé. C'est facilement accessible. Je vous invite à aller consulter ces vidéos-là. Donc, attendez pas, donnez pas des petits repas tout fractionnés, surtout si vous avez du beau colostrum et tout ça, donnez tout d'un coup. OK? C'est là que c'est le plus payant, quitte à ce qu'ils boivent un petit peu moins bien le deuxième repas. Évidemment, on ne veut pas que le lien entre la mère et le veau soit retardé, mais il faut donner le maximum le plus rapidement possible. Par rapport au tube agavé, je veux juste vous donner une recommandation comme vétérinaire. Vous devriez toujours avoir 2 tubes agavés à la ferme. Un qui est réservé aux veaux naissants, c'est-à-dire que théoriquement qui serait indemne de maladie, puis un pour les veaux malades. Peut-être vous en avez un déjà pour servir des électrolytes ou pour donner du lait à des veaux qui boivent moins bien, mais vous devriez toujours avoir 2 tubes agavés différemment. Ils doivent être bien nettoyés. Puis si vous commencez à avoir des petites taches dans les coins, vous jetez ça. OK? Vous le changez. Ça coûte presque rien parce que je vous l'ai dit, si vous servez du colostrum dans un contenant qui est contaminé, vous allez limiter la prise d'anticorps. OK? Donc, c'est contre-productif. Fait que vous en avez 2 de base, un pour les malades, un pour les naissants. Fait que je vais laisser juste un petit temps. Est-ce que là, c'est fini pour ma partie de gestion du colostrum? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour ce qui est de la gestion du colostrum? Je ne suis pas gênante. Vous ouvrez votre micro, vous posez la question ou vous pouvez utiliser la zone de chat. Bon, c'est bon, je comprends. Tu n'as pas de questions, Kili? Do you have any questions? Don't see any coming in. Okay, Yeah, nothing so far. I think you answered Ken's question pretty good. So okay, I'll keep perfect. anymore. So let's move on. Je vais parler un peu. Mes 2 prochaines parties, ça va être je vais parler de la vaccination chez les jeunes veaux. Ça va être très succinct parce que honnêtement, on aurait pu faire une présentation complète seulement sur ce sujet-là. Mais je vais essayer de vous passer l'idée que c'est une très bonne pratique de vacciner, entre autres, pour la prévention de la diarrhée, mais aussi pour la prévention des pneumonies lorsque c'est nécessaire. Donc, vous le savez, la cause numéro 1 de mortalité chez les veaux, de boucherie chez les veaux dans la période néonatale, là, chez le veau de boucherie, c'est la diarrhée. La diarrhée ça peut être causée par plusieurs types de pathogènes. On peut avoir des bactéries comme E. coli, ici que je présente. Ici, là, vous avez un schéma des causes de diarrhée en fonction de leur risque d'apparition en fonction de l'âge des veaux. Donc, je vous disais qu'on a plusieurs types d'agents qui peuvent causer de la diarrhée. On a des bactéries comme le E. coli, la salmonelle. On a des virus comme le rotavirus, le coronavirus, puis on a aussi des parasites comme le cryptosporidium. Le E. coli a la caractéristique spécifique de frapper très fort, très sévèrement dans le premier 48 heures de vie. Le typique que vous avez, c'est un veau qui meurt, qui devient fortement déshydraté, qui a la diarrhée, qui devient fortement déshydraté, qui meurt à l'intérieur de 24 heures. Typique du E. coli, mais dépasser les 3 jours d'âge, en fait, on peut avoir du rotavirus, du corona, du crypto. Ça peut être une bonne idée de temps en temps, si vous avez des épisodes de diarrhée comme ça dans votre élevage, de prendre un échantillon, de faire prendre un échantillon pour analyse. Maintenant, il y a des tests rapides, puis ce que ça vous permet, en fait, c'est de
de savoir quel type de prévention appliquer. Par exemple, le E. coli, le rotavirus, le coronavirus se préviennent très bien avec de la vaccination. Pour le cryptosporidium, c'est une autre affaire. L'autre chose aussi, d'avoir un test d'avoir un test diagnostique vous permet de cibler des traitements. Si vous avez de la mamite à rotavirus avec des virus, c'est inutile de donner des antibiotiques. Okay, même ça peut nuire au développement du veau à la limite, là. Donc, je vous encourage en passant à prendre des échantillons au besoin. Donc, il faut que vous compreniez que ces virus-là, ces bactéries-là, même ces pathogènes, ces parasites-là sont présents dans l'élevage parce que souvent, vous allez avoir des animaux plus vieux, par exemple, une vache adulte. Si je prenais demain matin des échantillons de fumier chez vos vaches adultes, probablement que j'isolerais du rotavirus, du coronavirus. Les vaches ne sont pas malades parce que leur système immunitaire est capable de gérer ça, mais pour un veau plus petit, ça peut être plus difficile. Ce qui va arriver, fait que ces microbes-là sont souvent présents dans l'environnement. Ce qui va faire que la diarrhée apparaît ou non, c'est la présence de facteurs de risque. Donc, le premier facteur, le plus important, ça va être un échec de transfert d'immunité passive. Fait qu'un veau qui n'aurait pas bien reçu son colostrum, c'est la cause numéro 1 pour des diarrhées. Okay? Fait que c'est quelque chose peut-être à aller voir en amont, comment le colostrum est régi. Mais il y a plein de choses là, qui peuvent arriver, une aire de vêlage qui est contaminée, une densité de population, vous avez un mix d'âge entre vos veaux. Bon, ça peut faire en sorte que la diarrhée apparaît. Des fois, c'est difficile de contrôler ces facteurs de risque-là. Par exemple, vous n'avez pas nécessairement un impact sur les variations de température. Donc, ça peut être intéressant de travailler avec des vaccins, OK? Puis d'augmenter l'immunité du veau avec la vaccination en prévention. Puis, il y a plusieurs produits qui existent. Vous avez des produits, là, j'ai mis ceux qui étaient disponibles commercialement. Donc, on a ScarGuard, ce sont tous des produits qui sont administrés à la vache avant vêlage, à l'exception faite du CalfGuard qui pourrait être administré aussi au veau à la naissance. Mais l'avantage d'administrer la vaccination, de vacciner les mères avant vêlage, c'est qu'en fait, en vaccinant les mères avant la période de vêlage, bien, on favorise une production de ces anticorps. Fait que la vache, elle va produire des anticorps spécifiques aux agents trouvés dans le vaccin. Fait que le E. coli, rotavirus, coronavirus. Fait que, elle va produire des anticorps spécifiques à ça. En même temps, peut-être ça va l'aider à excréter moins de ces virus-là dans l'environnement, puis de réduire la contamination, vos aires de vêlage, vos aires de mise bas. OK? Puis, comme on sait, ben, le veau va va recevoir ces anticorps-là au moment de la prise d'ingestion de colostrum. Évidemment, si vous donnez une poche de colostrum commercial sec, là, de la poudre là, que vous diluez, ça ne donne rien de vacciner vos mères parce qu'ils ne reçoivent pas les anticorps de la mère. OK? Donc, c'est très, très important. C'est une erreur qui est arrivée. Ça m'est arrivé dans le passé. Là, un producteur vaccinait ses mères, mais il donnait aussi du colostrum en sachet. Je ne savais pas, mais il faut absolument que si vous vaccinez vos vaches, le veau reçoive le colostrum de sa mère. En général, je vous l'ai expliqué, la mère, elle va commencer à envoyer ses anticorps dans le lait à peu près 5 semaines. Ça commence 5 semaines avant vêlage. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de vacciner avant ça. On va vacciner idéalement 2 mois avant la date du premier vêlage prévu. Puis, ces vaccins-là nécessitent un booster, une dose de rappel 2 à 4 semaines plus tard. Si malheureusement, ces anticorps-là, là, ils ne sont pas éternels. Donc, plus on avance, si vous avez une longue saison de vêlage, ça peut être recommandé, par exemple, 6 mois. Là. Si vous avez une saison de vêlage qui dure 6 mois, c'est sûr que ça peut être recommandé de revacciner les vaches qui sont retardataires, peut-être au bout de 3-4 mois, okay, pour vous assurer d'une bonne protection de tous les
nouveau-nés. Puis en fait, vos veaux les plus à risque de diarrhée, c'est les plus tardifs dans la saison de vêlage parce qu'ils sont exposés avec des veaux plus vieux. Juste garder en tête qu'il n'y a rien de miraculeux. Ce n'est pas une solution magique. It's not a silver bullet. C'est quelque chose que l'on fait qui doit être intégré dans un programme global de contrôle de la diarrhée, c'est-à-dire une excellente régie du colostrum, comme on a discuté avant, puis aussi s'assurer qu'il n'y a pas une pression d'infection trop forte dans l'environnement. Fait que c'est court pour les vaccins pour la prévention de la diarrhée, mais je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions relatives à ça. Gênez-vous pas, il n'y a pas de mauvaises questions. C'est le temps de poser la question qui vous brûle les lèvres. Reminder to everyone, you can put your question in the chat and we're happy to get them answered for you. And if you have a longer question, feel free to turn your mic on and you can ask it right now as well. Absolutely. Oh, there's Ah, peut-être une petite question. okay. So is Guardian an injection or oral? A good question. Je crois que Guardian, si je me rappelle bien, c'est un injectable. C'est un injectable. Puis là, je devrais savoir ça par cœur. Malheureusement, je ne sais pas. Faudrait que je cherche. Quelqu'un pourrait chercher sur Internet. Je suis moins familier avec celui-là, mais il me semble que c'est un injectable. Give it another minute here just for any more to come in. Je vais continuer, Kelly. I'm gonna move on, Kelly. I'll have another time to ask question at the end of the last section. No problem at all. Parfait. Le deuxième point de vaccination pour lequel, en fait, la deuxième maladie pour laquelle on pourrait utiliser de la vaccination chez les jeunes veaux, puis on a vraiment des produits performants à l'heure actuelle, c'est les maladies respiratoires. Vous le savez, là, le problème, les pneumonies chez les bovins de boucherie, c'est la maladie la plus importante, la plus coûteuse pour l'industrie du bœuf en Amérique du Nord, spécialement en parc d'engraissement. C'est pour ça qu'on vous demande de vacciner avant de partir aux encans. C'est vraiment un gros enjeu. Il y a beaucoup d'argent de recherche qui est placé là, d'ailleurs. Donc, c'est ça. Fait que je vous donne un exemple de ça. C'est la photo que vous voyez là, c'est un poumon sain. Donc, rose, comme une éponge, tout ça. Puis, je vais vous montrer la photo d'un poumon qui a été victime de manémia au parc d'engraissement. Donc, fibrose, nécrose, hémorragie, consolidation, je peux vous jurer qu'il n'y a plus d'air qui rentre là-dedans. Donc, problème majeur dans les parcs d'engraissement, c'est vraiment à ça qu'on l'associe, les veaux qui arrivent de différents encans qui sont réunis ensemble dans un parc d'engraissement sont à risque de maladies respiratoires, entre autres pour les 30 premiers jours à l'arrivée. Beaucoup de focus mis là-dessus, mais il y en a aussi des problèmes respiratoires chez les jeunes veaux, chez les plus jeunes veaux. Puis, il y a une raison pour ça. Là, attendez, je vois juste, mais donnez-moi juste une petite minute. Puis, les maladies respiratoires, bien que la prise de colostrum va vraiment aider les jeunes veaux à se protéger, ça peut arriver quand même chez des veaux qui ont bien reçu leur colostrum puis qui ont eu un bon transfert d'immunité passive.
Pourquoi? C'est qu'il faut garder en tête que les anticorps reçus dans le colostrum, les anticorps de la mère, ils ne sont pas éternels. Ils ont une durée de vie. Fait que là, ici, je vous ai montré, c'est une image, mais c'est plus le concept, là. Les chiffres sont approximatifs. Admettons que vous avez l'immunité ou le niveau d'anticorps de vos veaux, ils sont à la naissance, puis on a le temps. OK? Fait que 2 mois, 4 mois, 8 mois. Ce qu'on sait, c'est que le veau, lorsqu'il reçoit les anticorps de sa mère, il y a un bon niveau d'anticorps, mais ces anticorps-là, qui ne sont pas éternels, vont diminuer tranquillement dans le temps, OK? Sur plusieurs semaines, quelques mois. Parallèlement à ça, le système immunitaire du veau, son propre système immunitaire va se développer, mais ça y prend quand même du temps. Elle va être parfaitement mature puis est capable de faire lui-même des anticorps d'une manière efficace. Ça prend quelques mois. Puis entre les deux, s'il y a une pression d'infection dans l'environnement, si par exemple il y a un épisode de pneumonie, puis vous avez un jeune veau de 3-4 mois qui est dans cette fenêtre à risque-là, il est possible que vous ayez des épisodes de pneumonie, même si le veau a bien reçu ses anticorps. OK? Puis juste pour vous illustrer ça à plus grande échelle, je vais vous montrer les résultats d'une étude qui a eu lieu aux États-Unis. Ça s'est passé dans 7 ranges. C'était 28 groupes de veaux différents qui ont été analysés. On a à peu près 10 000 veaux réunis ici. Ce que vous avez ici, c'est que vous avez le nombre de pneumonies, puis en fonction de l'âge ici. Donc, ici, on a la naissance, puis les veaux 143 jours, donc à peu près 5 mois, 6 mois, etc. Ce qui a pu être observé, c'est qu'il y a comme 2 pics où est-ce que peuvent apparaître les pneumonies. Donc, il y a un premier pic en bas dans le premier mois après la naissance. Ça, on l'associe à des veaux qui vont peut-être avoir moins bien eu leur transfert d'immunité passée, moins bien eu les anticorps de leur mère, même si ça peut arriver bien qu'ils aient reçu leurs anticorps. Fait qu'il y a un premier pic là, puis le deuxième pic, c'est autour de 3 à 5 mois, puis ça correspond au moment où le veau, il y a moins d'anticorps de sa mère, puis lui, ses propres anticorps sont moins son propre système immunitaire n'est pas pleinement mature, fait qu'il n'est pas capable de se protéger lui-même. Fait que quand on se dit, mais ça serait pourquoi on ne fait pas juste les vacciner? On a déjà du vaccin comme du Bovishield ou de l'Express ou du Vista qu'on veut utiliser avant que les veaux partent pour l'encan. On a juste à injecter ces veaux-là simplement pour les protéger. Mais en fait, on a un petit problème, c'est que les vaccins injectables ne fonctionne pas bien s'il y a des anticorps de la mère. Si le veau a bu son colostrum et qu'il y a des anticorps de la mère, il va se créer une espèce d'interférence. C'est-à-dire, on va vacciner le veau, mais les anticorps de sa mère vont venir se lier avec le vaccin, fait que le veau ne produira pas d'anticorps. Puis l'autre chose, c'est comme le système immunitaire du veau n'est pas mature, ben on n'a pas une réponse immunitaire qui est super efficace. Fait que c'est pour ça que toute la vaccination par voie intranasale est arrivée. C'était vraiment une solution pour contourner ce problème-là d'interférence avec les anticorps de la mère puis d'immaturité du système immunitaire du veau. Fait que, en vaccinant le veau dans le nez, bien, premièrement, c'est la porte d'entrée des virus, c'est les nasaux. Donc, si on a une réponse immunitaire au niveau du nez, on empêche le virus d'aller trop loin dans l'organisme. Parfait, c'est le point d'entrée. L'autre chose en plus, c'est que il y a des cellules immunitaires dans la muqueuse du nez qui sont hyper rapides à répondre. Donc, si on vaccine un veau dans le nez, la réponse immunitaire, je peux déjà avoir une réponse immunitaire dans la journée. OK? C'est rapide, c'est une bonne réponse immunitaire. Contrairement à un vaccin injectable, ça va prendre 10-14 jours avant d'avoir une bonne réponse immunitaire. Fait qu'on a une bonne réponse immunitaire rapide. Puis ce qui est merveilleux, c'est que le vaccin va fonctionner même en présence d'anticorps maternels. C'est pour ça là, qu'il y a un boom actuellement, puis qu'on vous parle beaucoup de vaccination intranasale, c'est parce que c'est vraiment le moyen efficace qu'on a trouvé pour s'assurer, malgré les petites contraintes qu'on a chez le jeune veau, pour s'assurer d'avoir une bonne réponse immunitaire.
Là, vous avez une panoplie de vaccins qui sont actuellement disponibles. Je dois avouer que mes collègues de Merck ont fait un incroyable travail avec Bovilis, Nasalgene, 3-PMH. Ils ont réussi à assembler ensemble dans une combinaison qui se donne par voie intranasale tous les virus respiratoires à l'exception du BVD et les bactéries qui peuvent être impliquées dans une infection pneumonie chez les jeunes veaux. Fait que ça, c'est extraordinaire, c'est un très bon produit. Mais il y a d'autres produits qui existent. Il y a Inforce 3 de la compagnie Zoetis qui a vraiment fait ses preuves, qui a beaucoup de données. On sait qu'il est pleinement efficace, puis il peut être utilisé en combinaison avec One-Shot BVD. Puis aussi d'autres compagnies qui ont produit des vaccins, c'est plus niché, c'est la compagnie IPRA. Il y a le vaccin Nazim qui est seulement du vaccin BRSV qui peut se donner par le nez, puis aussi le vaccin IPRA Bovis Somni qui est en fait de l'histophilus avec, je ne me rappelle plus l'autre leucotoxine, avec une autre bactérie. Puis en fait, ce que ces vaccins-là vous permettent, c'est d'être un petit peu plus pointus, puis selon le risque dans votre élevage. Fait que ces vaccins-là, ils ont fait leurs preuves. Ils peuvent être administrés à un très jeune âge, ça veut dire autour du vêlage, dans la première semaine de vie. Ils sont sécuritaires pour le veau, pour la mère. Puis l'effet bonus, c'est lorsqu'on donne un vaccin comme ça intranasal, puis ensuite qu'on vient revacciner avec un injectable autour de 5-6 mois, bien, la réponse à l'injectable là, va être plus forte encore. Donc, si vous avez des génisses que vous gardez en relève, là, vous pouvez être sûr que si elles ont reçu un vaccin intranasal autour de la naissance, leur protection va être encore plus grande lorsqu'elles vont recevoir leur injectable. Évidemment, je vais vous inviter à consulter votre vétérinaire pour établir le programme de vaccination le plus adapté pour votre élevage parce que moi, je ne suis vraiment pas une fervente de recettes. À part la nécessité d'avoir un vaccin avec protection fétale chez les femelles reproductrices pour le troupeau d'adultes, ça, je pense que c'est un incontournable. Je crois que la vaccination pour les jeunes veaux, ça doit vraiment être discuté avec votre vétérinaire pour savoir lequel produit choisir. Il y en a un paquet là, actuellement sur le marché. Lequel est le mieux adapté aux maladies retrouvées dans votre troupeau, puis à quel moment c'est le mieux de l'administrer en fonction du risque de maladie que vous avez, puis en fonction de vos contraintes de manipulation. Donc, je vais vraiment vous encourager à consulter votre vétérinaire, mais les outils sont là. Vous avez presque plus de raisons de vivre avec des gros cas de pneumonie chez vos jeunes veaux. Vous avez les outils en place qui peuvent vraiment vous aider. Là-dessus, je vais laisser, je pense qu'il y a des questions qui sont rentrées. Est-ce que vous avez des questions pour moi? No problem. And thank you very much to our translator here. He does have to duck off, but we are able to take a couple questions, and hopefully Virginia will be able to translate in French and English. So we might be asking a little bit more. Okay, no, that's okay. Okay, beautiful. Thank you so much, Ronald, for translating for us this morning. Merci, Okay. Ronald. Okay, so I thought it was question in the chat zone. Je pensais que c'était des questions dans la zone de chat, but it was you found, Kelly, that Guardian is an injectable? Yes, Brenda did. She did. Thank you, Brenda. Okay. Okay, we'll give everyone a minute or here too to ask any questions that they may have. And a reminder, you can turn your microphone on and ask a question that way as well. I know there was a lot of information in Virginie's presentation. So if you have any questions, now's the time. Oui. Allô, Virginie? Oui.
J'avais une question comme si que il donne le vaccin nasal en même temps qu'il injecte quand qu'il rentre l'automne. Comme je connais quelqu'un qui veille sur le pâturage, mais là, quand il y rentre l'automne, c'est là qu'il donne le vaccin nasal avec le piqûre de Bobby Shield en même temps. Ça, OK. c'est pas meilleur. Ben, pas OK. joke. So, c'est Duncan, c'est ça? C'est ça? Oui. Okay, Oui. so Kelly, the question was, I know people that when the calves. Je peux le dire en anglais, là. Oh oui, vous voulez. vas-y donc, Duncan. Okay. je vais- So I know people that they calve on pasture, and then when they bring them in the fall, they do the nasal vaccine plus the injected Bobby Shield. So I was wondering if that's good or bad, or probably better than nothing. Okay, so okay, it's not better. It's not it. How can I say that? It is not something that I encourage because you better split the two products to get the maximum of them. The thing is, okay, if you give, you're gonna give the intranasal, you'll have an answer, immune response the same day, okay, for most of them. And the injectable will give you an answer, maybe a protection 10 days later, 7 to 10 days later. Okay, but after that, you cover the same thing. You know what I mean? So your only gain is the first 10 days. So I think that if someone, which is not bad, but if you are ready to pay for two products, I would prefer to split them so you can cover a longer period of time. So let's say that you give the intranasal at birth, and you will have a protection for 2-3 months, and then you give the injectable later. Est-ce que c'est clair, Duncan? Ouais, mais c'est dur, sur le pâturage, comme c'est dur de les pogner et de donner un vaccin. Absolument. C'est pour ça, oui. Ben, en fait, si quelqu'un est prêt à faire la combinaison des deux, tant mieux. Le gain, c'est 10 jours. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Mais si dans un élevage, c'est possible que dans l'élevage, ce 10 jours-là soit à haut risque de pneumonie. Donc, peut-être que ça vaut la peine. Mais si dans l'élevage, la première semaine qui suit l'entrée n'est pas nécessairement suivie d'une période de pneumonie, que ça arrive un petit peu plus tard, genre quelques semaines plus tard, je ne sais pas si ça vaut la peine à ce moment-là. Okay. C'est juste, c'est de l'argent, mais je trouve que c'est un budget de vaccin, mais qui pourrait être potentialisé. So my point was, if there is no risk of pneumonia after entry in the first 10 days, you won't have much of a gain to give an intranasal with the injectable. But if that's a high risk period, yeah, probably you should think about giving the both vaccines. Merci. Okay, we have time. Sorry, we have time for one more question here, and then we'll wrap today's session up. If anyone else has a question, going once. Last call for questions. Going twice. All right, I'm going to turn it over to Brenda to wrap us up for today. Thank you so much, Dr. Filteau, for taking your time to prepare this presentation and deliver it for us today. Greatly appreciated. And thank you. You're welcome. Thank you so much. Thank you, everybody, for attending. We will be recording this and posting it on our YouTube channel in English and in French, so you can
view it later if you think you want to review or miss something. Okay, Thanks thank so you very much. much. Have a nice weekend, everybody. Thank you. You too.